Je vais appeler Gwendal, qui va aussi nous parler des adaptations animales, directement plutôt les bêtes par rapport aux petites bêtes. Oh bah, ça sera plus gros. Ça sera plus gros que les virus. Parce que c'est vivant. C'est climatique extrême. Merci. Merci. Donc là, la commande était de vous parler de l'adaptation des animaux aux conditions extrêmes. Et donc j'ai décidé de parler un peu de quelques principes et quelques exemples, parce que je n'ai pas beaucoup travaillé sur ces questions-là, mais j'ai quelques exemples, et puis c'était intéressant de mettre ça dans un contexte un petit peu plus général. Alors tout d'abord, pourquoi s'intéresser finalement à ces événements extrêmes? Vous l'avez entendu juste avant, les contexte de changement climatique, et ça va beaucoup affecter l'élevage. Donc certains d'entre vous ont déjà vu ces graphes, hein, c'est les rapports de l'IPCC, du GIEC en français, où on voit qu'on a une augmentation de la surface de la température de surface au niveau du globe assez drastique ces dernières années, et les prédictions sont pas non plus terribles pour le futur. On voit que ça augmente. Donc en bleu les prédictions sur la mer, et puis en noir au sol, et puis le cumul des deux. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement une augmentation de cette moyenne des températures, mais ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'on voit aussi beaucoup d'oscillations, et on s'attend aussi à une augmentation des variances de ces événements, et du coup des événements extrêmes qui deviennent beaucoup plus fréquents. Les événements rares deviennent fréquents, ce qui est un peu bizarre, mais voilà, en combinant ces deux choses-là. Et alors ça c'est pas réjouissant, parce que quand on regarde effectivement les différents scénarios de projection pour le futur, donc soit on met en place des scénarios où on arrête les émissions et on va ralentir finalement ces émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de température, ou on ne fait rien et on continue. Et ce qu'on voit, c'est que le dernier rapport en fait, du GIEC, qui datait de 2014, nous donnait des prédictions avec différentes causes en fait, d'effets de ces réchauffements climatiques, qui étaient par exemple les événements extrêmes ici, qui étaient évalués comme étant très très probables. C'était en rouge, plus c'est violet, plus c'est probable. Dans le dernier rapport, donc, qui a été réévalué en 2014, c'est encore plus probable que ça arrive. Donc ces événements extrêmes, finalement, on s'attend à ce qu'ils soient encore plus, extrêmement rares, mais à la base, plus en plus fréquents et de moins en moins rares. Alors comment est-ce que ça va affecter l'élevage, qui est la question qui nous concerne aujourd'hui, ou les systèmes alimentaires? C'est pas très clair en fait. On voit très bien qu'au niveau des cultures, on s'attend à avoir des impacts qui sont avérés et qui seront négatifs. Autant sur les réserves en eau, ça va vraiment dépendre, parce que spatialement, l'effet du réchauffement climatique n'est pas le même partout. On va s'attendre à des régions dans lesquelles il va plus pleuvoir, d'autres dans lesquelles il va moins pleuvoir. Et du coup, l'effet du réchauffement ne sera pas forcément le même partout. Et au niveau de l'élevage, si on regarde ici, autant pour les pêcheries, c'est très négatif, donc les poissons pêchés, autant pour l'élevage, c'est pareil. On a du vert ou du rouge, donc on n'est pas tout à fait sûr des effets. C'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où on va se trouver, ça aura des effets négatifs ou positifs. Et en plus de ça, les situations sont tellement diverses et probablement tellement liées à ces événements extrêmes qui sont par définition très peu prédictibles, que ça devient compliqué de faire des prévisions. Parce que non seulement on ne sait pas trop si c'est positif ou négatif, mais la confiance qu'on met envers ces prédictions est relativement faible. Donc ça, c'est le dernier rapport. Alors, comment ça peut impacter finalement le changement climatique les animaux? Donc à l'échelle de l'animal, si je regarde ici, je vais avoir des impacts qui vont être directs. Donc je vais réduire par exemple la prise alimentaire, je vais réduire la production, par exemple le lait ou la viande, je vais dégrader les performances de reproduction, je vais dégrader les performances immunitaires également, donc ça fait lien avec l'exposé d'avant, c'est-à-dire que non seulement on a les virus qui sont présents, mais en plus si je dégrade mes capacités immunitaires, ça devient encore plus virulent, et je vais augmenter la mortalité, finalement qui est une conséquence des caractères précédents, mais il y a aussi une mortalité percée. Et donc ça, c'est principalement dû à l'élévation de température. Et puis, il y a des conséquences indirectes qui vont être directement l'alimentation qui va changer, notamment la composition et la quantité. On va avoir des manques d'eau pour alimenter les animaux, etc. Et puis, ce qui a été très bien présenté ici, on va aussi avoir une augmentation des aires de répartition des vecteurs de certaines maladies, et du coup, ça les expose aussi assez fortement. Si on fait un zoom sur certains caractères, par exemple en termes de reproduction, on va avoir des conséquences qui sont assez bien documentées maintenant, avec des effets sur la spermatogénèse, la qualité du sperme, etc. Et puis chez la femelle, des modifications de l'œstrus notamment. Donc ça, ces infertilités vont causer des conséquences, vont avoir des conséquences économiques assez fortes. Et puis, en plus de ça, finalement, quand on parle d'impact sur les animaux, certes ça c'était sur l'animal, mais il y a aussi un impact sur toute la chaîne finalement, la supply chain, la filière, en amont et en aval,
on voit qu'on va avoir des problèmes pour l'approvisionnement, mais également pour la vente, pour le consommateur, la consommation, les parasites, enfin tout est lié finalement, et on voit qu'il y a des boucles de rétroaction un petit peu partout. Et donc, c'est un problème qui est beaucoup plus complexe à comprendre, et ce qui explique aussi pourquoi on a du mal à prédire finalement les conséquences de ce réchauffement climatique en fonction des régions et au niveau des impacts réels qu'il peut avoir sur les populations animales. Alors, pour illustrer ça, j'ai pris l'exemple d'une sécheresse qui a eu lieu au Mexique en 2011. Donc, on a eu une sécheresse qui était vraiment extrêmement importante. Ils n'avaient pas vu ça depuis 1956. On a eu une réduction des précipitations moyennes de moins 400 millilitres d'eau sur l'année. Et ce qu'on voit, c'est que ici, c'est les précipitations. On voit cette diminution en 2011, ce grand pic négatif. Et là, j'ai le nombre d'animaux, en fait, au niveau du pays, en millions d'animaux, de vaches, de chèvres et de moutons. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, j'ai une chute drastique, finalement, des populations animales de chèvres et de vaches, alors que les moutons continuent. Donc on voit déjà qu'en fonction des filières, la réponse ne sera pas la même. Et si on va aller voir un peu la réponse, pas spatialement comment ça se passe, donc là, c'est les endroits où on a spatialisé finalement cette diminution, ces anomalies de précipitation, ici avec cette carte-là, et on voit où sont les pertes relatives, absolues, donc on voit par rapport au pourcentage d'animaux qui sont perdus par rapport à la densité déjà présente, que ça coïncide relativement bien avec les zones où les précipitations sont les plus faibles. Et puis pour le mouton, c'est un peu moins le cas. C'est parce que ça continue d'augmenter. Et ils ont corrigé pour tout un tas d'autres facteurs, donc on sait que c'est exactement dû finalement à cette baisse de quantité d'eau. En plus, ce qu'on voit, c'est que pour les chèvres, ce n'est pas reparti, et pour les vaches, c'est reparti. Une autre chose qu'ils ont décrit dans ce papier, c'est que finalement, ce qui était important ici, c'est pas seulement la susceptibilité des animaux, parce qu'ils considèrent un animal moyen, une vache, un mouton, une chèvre, il y a des différences à l'échelle des espèces. Et en plus de ça, au niveau des systèmes, c'est-à-dire que les systèmes qui ont été le plus explosés, c'était plutôt des systèmes où il y avait beaucoup d'animaux. Parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de se déplacer, ils avaient besoin d'aliments, d'apporter des aliments et de l'eau en quantité importante, et ça les a rendus finalement beaucoup plus vulnérables. Alors que les systèmes un peu plus petits, ce qui est le cas notamment des moutons ici, permettaient d'avoir une certaine flexibilité et un apport des aliments qui était intéressant. Donc là, on voit qu'à l'échelle des systèmes, finalement, le changement climatique va pouvoir impacter, mais il y a tout un tas de facteurs. Et puis là, nous, si on veut adapter les animaux, on va revenir à l'échelle de l'animal, finalement, qu'est-ce que je peux faire pour adapter mes animaux à ces changements climatiques? Donc il y a un certain nombre de solutions qui sont évoquées, si je veux adapter mon système, c'est soit effectivement je m'attaque vraiment à l'animal, et là on va mobiliser la génétique, donc choisir des espèces soit qui sont plus tolérantes, donc là c'est la chaleur en l'occurrence, mais ça peut être d'autres facteurs, soit je vais sélectionner pour ces nouvelles conditions. C'est-à-dire que là, soit je vais chercher là où ça existe, soit je vais sélectionner pour que ça suive finalement les conditions dans lesquelles je me trouve. Après on peut modifier l'environnement finalement, d'élevage de ces animaux. On peut apporter de l'ombre, on peut mettre pourquoi pas mettre de la clim, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, vous aurez compris, parce que si je mets la clim parce qu'il fait trop chaud, je ne vais pas arranger le problème, ça va faire trop chaud à l'extérieur aussi, enfin, globalement. Voilà, il y a tout un tas de gestion. Et puis, vous voyez, tout un tas de solutions aussi qui sont proposées. Et là encore, moi, ce qui va m'intéresser, parce que je suis généticien à la base, c'est plus avoir une connaissance finalement des ressources diverses dont on dispose pour mener à bien ces adaptations. Et puis l'idée, c'est d'avoir un pool de gènes suffisamment diversifié pour mener ces adaptations génétiques. Alors, si je veux sélectionner pour des animaux qui sont plus adaptés, finalement, on peut se dire, c'est finalement assez simple. Je vois que ma moyenne de température ici, c'est mes distributions de température, elles se déplacent vers la gauche. Bon, moi, ce que je veux sélectionner, c'est des animaux qui sont quelque part plus robustes, parce que là, ça va être l'impact, finalement, si j'ai un environnement qui est bon ou pas bon, et qui est stable dans le temps. Là, je veux des animaux pour lesquels les performances ne vont pas trop chuter, finalement, en réponse à l'environnement. Des animaux qui vont être robustes. Finalement, la sélection, quand je fais de la sélection, c'est ce que je fais. Je vais distribuer la distribution de mes phénotypes de la gauche vers la droite. Il suffit simplement que j'aille traquer ces optimaux, et puis ça devrait bien se passer. Et effectivement, on peut tout à fait les sélectionner pour ça. On peut évaluer les animaux. Donc ça, c'est les travaux qui ont été faits dans le labo par Henri. Si jamais je dis des bêtises, elle me corrigera. Où ils ont estimé finalement l'effet de l'environnement, et ils ont évalué les valeurs génétiques relativement à l'environnement. On dit qu'on estime les interactions G croix E, c'est-à-dire que je vais avoir une valeur génétique qui va dépendre des valeurs de l'environnement. En l'occurrence, ici, la valeur d'intérêt, c'était le THI, qui combine l'humidité et la température, parce qu'on sait qu'une haute température avec des fortes humidités va avoir un effet plus délétère que dans un environnement sec. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple, sur la quantité de matière grasse ou de protéines, l'effet du THI, globalement, va être négatif. Dès que j'atteins des niveaux un peu extrêmes, ça chute drastiquement. Donc ce qui me fait dire, c'est que je peux estimer individuellement les courbes de valeur génétique, les EBV,
Donc là, pour chaque individu, j'ai des courbes en fonction du THI, puis on voit qu'il y a certains individus qui ne se portent pas plus mal quand c'est des conditions très extrêmes, et puis d'autres, au contraire, qui vont chuter. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai de la variabilité. Les individus qui sont bons là ne seront pas forcément là, parce que j'ai un reclassement finalement des individus. Donc ça, c'est assez intéressant. Sauf que, c'est pas si simple que ça, parce qu'ici, il y a des corrélations en fait, entre ces valeurs génétiques pour différents THI, c'est-à-dire que la valeur génétique estimée dans un THI versus un autre THI, elles ne sont pas forcément toujours très bonnes, elles peuvent être très faibles. Ce qui fait que si je n'arrive pas à évaluer mes individus dans un environnement donné, je vais avoir du mal à me prédire ce que ça va donner dans un autre environnement. Donc là, ça devient assez compliqué. Donc en fait, je vois bien qu'il y a un effet très fort des conditions extrêmes sur les performances. J'ai une chute des valeurs, mais l'évaluation est compliquée, mais également la mesure des évaluations. Il faut aussi que j'ai suffisamment de variabilité pour faire de la sélection dans ma population. Si que des animaux qui sont très très homogènes et puis finalement ne résistent pas, je ne vais pas avoir suffisamment de variabilité, des courbes différentes ici pour sélectionner les bons. Et puis finalement, le gain génétique, si je veux que ça marche, il faut qu'il soit suffisamment fort pour que j'arrive à traquer finalement la différence de température. C'est-à-dire que si le changement de température est très rapide, il faut qu'au démarrage je puisse répondre génétiquement très rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'est pas facile à mettre en œuvre en tout cas. Donc en fait, tout ça, ça va être lié à ce qu'on appelle les normes de réaction. On l'a vu tout à l'heure, c'était déjà des normes de réaction, auparavant elles étaient continues ici, où je vais dire, ma question c'est quel génotype je vais choisir. Une norme de réaction c'est quoi? J'ai deux génotypes avec deux couleurs, A et B, et puis j'ai deux environnements, 1 et 2. Puis je vois qu'ici l'environnement 2 il semble meilleur que l'environnement 1, mais finalement la différence entre les deux génotypes n'a pas changé. Ici je n'ai pas d'interaction, je n'ai pas d'interaction génotype milieu. Dans ce cas-là, je vais toujours prendre le génotype, c'est pas A, enfin si A, et génotype B, pardon. Je me suis trompé de couleur, vous inverserez les couleurs. Donc je vais toujours prendre le génotype B. Quel que soit l'environnement, c'est pas grave. Mais si j'ai des interactions qui sont fortes, en fonction de l'environnement, je prendrai plutôt A ou plutôt B. Donc si j'ai un environnement intermédiaire, ici, là ça va dépendre. Ici, si je prends toujours le rouge, je serai toujours gagnant, sauf que je serai encore plus gagnant ici. Là, si j'ai un remplacement, finalement, il va falloir que je puisse changer. Donc il y a un trade-off, un compromis à trouver dans ce cas-là. Et ça, c'est pas toujours facile finalement, parce que si j'ai vraiment des reclassements, est-ce que j'ai vraiment la diversité génétique suffisante pour faire de la sélection in situ? Est-ce que je ne vais pas perdre sur d'autres caractères? D'où l'intérêt finalement d'aller explorer les ressources génétiques pour aller chercher une source de variation, de résistance finalement à ces climats un peu extrêmes. Parce qu'effectivement, ces ressources génétiques vont être très intéressantes si je les utilise dans mes populations. Imaginons que je contrôle complètement l'environnement ici, de plus en plus fort vers la gauche, et que l'environnement est de plus en plus contraignant en allant vers la droite. L'utilisation de ces ressources génétiques, ça va être quoi? Ça va être soit je prends des races qui sont localement adaptées et je vais les améliorer, qui étaient déjà dans le système. À l'extrême, je vais changer ma race par une autre. Et puis entre les deux, je vais faire du croisement, je vais essayer d'introgresser mes caractères d'intérêt dans mes populations. Et ça va dépendre, ça va réduire une proportion de ce qu'on appelle le gène exotique dans le sens qu'ils ne sont pas locaux, dans mes populations. C'est sur ce principe-là qu'il faut explorer les ressources génétiques. Et ça, c'est un exemple qui est assez rigolo. On avait été contacté par le préfet des terres australes et Adélie françaises, parce qu'il y a une population de chèvres sur une île, donc ça s'appelle l'île Europa, qui est une toute petite île de 30 km² au large de l'océan Indien, où les températures sont très élevées, et surtout, quelque chose qui est très important, on n'y trouve quasiment pas d'eau douce. Il n'y a quasiment pas d'eau douce, c'est que un peu de rosée le matin, mais ça devient très compliqué. Vous voyez que c'est une île qui est très moche, avec un archipel, un lagon, tout ça, vous imaginez bien, très très dur. Cette île, finalement, elle a été colonisée par une famille qui s'appelle la famille de Rosy en 1860. Il est arrivé avec sa femme, ses enfants, quelques esclaves, et puis, ça ne se disait pas à l'époque, mais c'était un peu l'idée quand même, et des animaux, des poulets, des chèvres, des lapins. Et finalement, seuls les chèvres ont survécu, parce que même les humains sont morts. Ils se sont tous entretués, les conditions étaient tellement difficiles, c'était très compliqué. À chaque fois que quelqu'un voulait là-bas, il y a des tragédies vraiment humaines, on peut trouver des livres là-dessus, ils se sont tous entretués tout le temps. Les chèvres sont retournés à l'état sauvage, et même les lapins n'ont pas réussi à survivre, alors qu'on sait que c'est une espèce éminemment invasive. Donc c'est devenu une réserve de biodiversité naturelle, c'est le plus gros site de ponte de tortues marines dans l'océan Indien. Et il n'y a pas d'humains qui vivent sur cette zone, à part il y a une petite caserne militaire et une piste ici d'avion. Et il y a 5 à 6 militaires qui vivent à l'année, puis qui tournent tous les 15 jours parce qu'ils deviennent fous, sinon s'ils ne veulent pas qu'ils s'entretuent comme les précédents, on fait tourner. Alors, là, cette population de chèvres, pourquoi est-ce qu'on nous a contactés? Parce que finalement, cette population de chèvres, elle est revenue à l'état sauvage. Une population domestique qui avait à l'état sauvage, on dit qu'elle est devenue férale. Elle n'est pas complètement domestique, elle n'est pas complètement sauvage, elle est entre les deux. Et ce qui est étonnant, c'est que surtout, elle a survécu finalement au manque d'eau douce finalement.
Donc ça c'était très étonnant, il y a environ 600 individus sur l'île qui ont été importés depuis l'époque, donc ça j'ai pu faire les analyses génétiques, j'ai bien trouvé l'origine, j'ai reconstitué les effectifs génétiques du passé, à partir de données génétiques. On ne connaît pas l'origine, on ne sait pas d'où elles viennent, c'est que c'est les deux rosiers qui les ont emmenés, mais c'est tout. Donc on a fait connecter du sang, on a extrait l'ADN pour 48 individus, on a pris les photos, on les a mesurés, oui, c'est les seringues hypodermiques, voilà, ça a été un chantier. Et puis j'ai typé sur 54 marqueurs, on voyait qu'elles n'ont plus beaucoup de dents, hein, on voyait que c'est des chèvres qui arrivent à manger sans dents et qui boivent sans eau douce. Donc c'est quand même des chèvres plutôt, on va considérer qu'elles sont robustes. Donc d'où l'intérêt, pour nous d'aller voir ce que ça donne. Déjà, au niveau diversité, rien du tout en termes de diversité. Ici, quand c'est une couleur, c'est homozygote pour un allèle. Quand c'est rouge, c'est homozygote pour un allèle. Et violet, c'est quand c'est hétérozygote. Ça n'a jamais été hétérozygote, pour ainsi dire. C'est extrêmement consanguin. Et chacune, en fait, est un individu. Ils sont tous similaires. Donc, il y a une population toute petite, très consanguine, qui a survécu. Voilà, elle n'a rien pour elle. Et là, ça soulève quand même des questions. Parce que, pourquoi est-ce que vous avez demandé de surveiller cette population-là? Parce que, je leur ai dit, ça fait 150 ans qu'elle est là, plus de 150 ans, pourquoi vous nous en débarrassez maintenant? Eh bien, il y a des arbres qui ont des durées de vie très très longues, des temps de génération très très longs, qui n'arrivent plus à pousser parce que les chèvres bouffent tout. Donc ça devient très compliqué. Donc d'où l'intérêt d'avoir un procès. Enfin, ce qu'ils m'ont demandé, c'est est-ce qu'on peut les éliminer ou est-ce qu'ils y voyaient un intérêt quelconque? Évidemment, quand on voit un intérêt quelconque, des chèvres qui résistent au manque d'eau douce, à l'heure où le niveau de la mer augmente dans certaines îles et qu'on va manquer d'eau douce, ça peut quand même être intéressant. Donc du coup, on a continué notre investigation, et c'est là où on retombe sur ces ressources génétiques qui sont très intéressantes. Il y a des bases de données qui existent. Donc là, moi, j'ai utilisé AdaptMap, qui est une base de données génotypiques de chèvres à travers le monde entier. Et puis, je me suis focalisé sur les zones qui n'étaient pas très loin de Madagascar et de l'Afrique, du côté de l'île Europa, entre les deux. J'ai des milliers et des milliers de génotypes, et puis j'ai des métadonnées associées. C'est-à-dire que j'ai les localisations, j'ai le nom de la race, j'ai les températures, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et après quelques transformations dont je vous passe les détails, parce que c'était pas si simple que ça, on arrive à faire un arbre à partir de données transformées. Et ce qu'on retrouve, c'est que finalement, cette chèvre de l'île Europa, elle est extrêmement proche d'une race qui s'appelle la Ménabé. Et il se trouve que la Ménabé, on la trouve où? On la trouve à Madagascar, extrêmement proche du port d'où ont embarqué la famille de Rosier pour aller sur l'île Europa. Donc on a retrouvé l'origine de la population. On était très contents. On s'est dit, bon, d'accord, on fait quoi avec tout ça? L'idée, c'est de se dire, c'est super bien, parce que on ne connaît peut-être pas la population ancestrale, puisqu'on imagine bien que la race Ménabé qu'on observe maintenant, elle a évolué depuis 1850. Mais on a la nôtre, et on a bien deux populations qui dérivent d'une même population ancestrale, avec une expérience de sélection divergente. Donc l'idée, c'est d'aller voir un peu ce qu'il y a séparé en comparant les données du CRB. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement été regarder, parce que c'est très difficile en fait de fixer un mot, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais l'idée, c'est que j'avais des allèles qui étaient quasiment fixés pour un allèle, enfin des locus qui étaient quasiment fixés pour un allèle dans la Ménabé, et j'avais ceux qui s'étaient fixés pour l'autre allèle, ce qui fait que c'est assez peu probable par dérive uniquement. Parce que par dérive, j'aurais eu tendance à rester fixé si j'étais proche, et du fait de complètement changer, et j'ai détecté un certain nombre de SNP comme ça. Donc là, l'idée, c'est d'aller voir maintenant dans les annotations pour voir à quoi ça correspond. Et là, on doit continuer à investiguer, donc il y a une de séquences qui doivent arriver, je continue un peu sur ce projet. Il est actuellement en cours, mais vous comprenez du coup l'intérêt d'avoir ici du matériel qu'on doit stocker au cryobombe. Donc ça, c'est un vrai problème sanitaire parce que personne ne peut les prélever, c'est ni sauvage ni domestique, on ne peut pas y aller. Nous, on a besoin de vétérinaires qui nous prélèvent le matériel et on n'a pas de cryobombe localement. Parce que ça a beau être la France, on est quand même très loin de n'importe quelle cryobombe française. Donc là, on est très embêté parce que ça peut être une ressource pour le futur, sauf qu'on ne peut pas la garder. Autant j'ai du sang que j'ai fait rentrer en CRB, autant en cryobombe, j'ai rien. Donc ça, c'est très embêtant. Mais ça montre aussi que ces ressources génétiques et ces centres de ressources, finalement, sont une source intéressante pour le futur et ça pose des questions plutôt politiques. Ok, mais bon, imaginons que j'arrive à les récupérer, j'adapte mes chèvres, voilà, quelconque espèce. Est-ce que ça, c'est une adaptation qui va se faire sur le long terme? Combien de temps va durer cette adaptation? Donc là, on va se replacer dans un contexte qui est un contexte plutôt théorique de génétique des populations, où finalement, Wright, en 1932, avait évoqué ce qu'ils appellent les paysages adaptatifs. Paysage adaptatif, c'est quoi? C'est une combinaison soit de métabolites, soit de gènes. Et ces combinaisons-là vont procurer finalement une très bonne valeur sélective, une très bonne performance si on est en élevage. Et on voit que ce paysage, il peut être soit très lisse, peu importe la combinaison, je vais être très bon, soit très rugueux. Rugueux, ça veut dire que j'ai les optimums locaux de combinaison de gènes, de combinaison de métabolites qui font que je vais être très avantagé. Et vous voyez qu'explorer ce paysage, c'est pas forcément facile. Donc là, vous avez une animation avec un paysage à 3 bosses. L'idée, c'est qu'il y a des mutations qui apparaissent, et petit à petit, je vais économiser mon optimum local, et je vais pouvoir y rester. L'idée, c'est qu'on ne va pas attendre, puisque ce sont des temps évolutifs aussi longtemps que ça. Par contre, si j'ai mes populations qui ont divergé, que j'ai plein de races locales très diverses, il y a des chances que j'ai des points un petit peu partout. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ce paysage adaptatif, on sait que dans un climat qui est changeant, ce qui était auparavant
une combinaison intéressante peut devenir une combinaison délétère dans le futur. Et donc du coup, il faut que je garde les possibilités de parcourir mon espace de fitness avec d'autres combinaisons. Donc si j'ai des points un petit peu partout dans mes ressources génétiques qui sont très diversifiés, j'optimise ma probabilité de pouvoir aller explorer ces nouveaux espaces de performance ou de fitness élevés. Donc là, évidemment, ce qui est un peu embêtant, c'est que sur les temps évolutifs, donc nous, il faut vraiment de la diversité qui soit déjà là, mais dans d'autres populations, on n'est plus sur la sélection de standing variation. Mais on a besoin aussi de garder un maximum de variété du coup dans les ressources génétiques pour aller plus loin. Il faut aussi comprendre que notre capacité finalement à s'adapter va dépendre du produit, de l'intensité et de la vitesse de l'exposition à ces conditions extrêmes. Si ça change très très vite et très très fort, si je n'ai pas la bonne combinaison très très vite, je suis dedans, c'est fini. Ok, donc là très bien, on a vu ça sur des temps un petit peu longs, chez une génération. Et puis finalement, quand on parle d'adaptation en physiologie, si on dit l'adaptation c'est pas ça, mais l'adaptation c'est quand l'animal il est capable de s'adapter. J'ai hop, un drop en température, une augmentation, et ça tient. Donc effectivement, on va avoir ce que j'appelle tout à l'heure, c'est pas moi qui l'appelle, c'est un graphe qui est pas de moi, la robustesse. Et puis il y a aussi une notion de résilience, c'est-à-dire ma capacité à encaisser une perturbation et revenir à l'état original. Donc ça c'est la résilience. Et puis la combinaison des deux, c'est aussi quelque chose. Et ce qu'on voit, c'est que les animaux vont avoir une réponse qui est individuelle. Donc là j'ai la perturbation qui arrive, je vais diminuer ma performance, et je vais revenir à l'état initial. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on met le même temps pour revenir à l'état initial, sauf que certains vont être plus affectés que d'autres, et ils reviennent plus vite, en vitesse relative en tout cas. Tout ça pour dire que le temps, après perturbation elle-même, on a quand même une variabilité dans ces courbes-là, qui sont pas faciles à évaluer. Et tout ça, ça se ramène à un autre cadre théorique qui a été développé chez les plantes, qu'on appelle la loi de tolérance de Shelford. C'est très très vieux, c'était énoncé en 1913. L'idée, c'est de dire que pour chaque plante, à l'époque c'était les plantes, pour chaque organisme, on a des conditions limites, on a des choses qui vont limiter le développement de cette plante, et finalement, on va avoir une zone de tolérance. Cette zone de tolérance, là, on a une courbe normale, mais ce n'est pas forcément le cas. Ils ont une courbe, c'est ça qui est important. C'est qu'il y a une zone où on est bien, une zone où on n'est pas très bien, une zone où on n'est vraiment pas bien, puis une zone où on meurt, grosso modo. Et puis ça, cette zone-là, finalement, c'est intéressant, parce qu'il peut y avoir deux types d'organismes, ceux qui sont ERIS, on est là, une large zone de tolérance, gamme de tolérance, ou des espèces qu'on dit sténoès en français, une zone de tolérance plutôt grosse. Et ça se traduit au niveau, par exemple, d'une vache, par le fait qu'il y a une zone de confort, voilà, où elle est bien, là c'est thermoneutralité, on va dire. Et puis en dessous de cette zone-là, je vais devoir manger beaucoup plus pour produire de la chaleur, pour maintenir ma température. Et puis au-dessus d'une certaine température, je ne vais plus manger, parce que sinon je produis déjà trop de chaleur et je n'arrive plus à réguler. Donc ça, c'est typiquement, on peut imaginer transposer cette température à ces zones de tolérance, à cette loi de tolérance de Shelford.
ici je peux avoir des résultats différents, parce que je vais pouvoir moduler avec l'environnement. Ça, on rencontre l'épigénétique, c'est ce qui explique ces choses-là. Et donc du coup, comment est-ce qu'on le met en pratique? Typiquement, des choses qui ont été évoquées, c'est par exemple faire du préconditionnement. C'est-à-dire que mes animaux, si je les expose régulièrement à des stress, vous voyez ces courbes de tolérance que je vous présentais auparavant, elles peuvent s'élargir un petit peu. Donc potentiellement, je vais pouvoir élargir ma courbe de manière temporaire. Là, ce n'est pas adapté dans le sens génétique du terme, parce que la génération suivante ne va pas forcément garder ça, quoique, parce que si c'est des marques épigénétiques, elles peuvent se transmettre, certaines mais pas d'autres, d'où l'intérêt d'aller étudier justement ces marques de méthylation notamment. Là, ici, c'est pareil, c'est la réponse avec un stress de chaleur, un stress thermique, sans stress et avec stress, on voit qu'on a une augmentation de la méthylation qui se traduit par une diminution de l'expression des gènes. Mais tout ce qui n'est pas génétique, finalement, qui module l'expression de la performance, doit rentrer là-dedans. Et si on est un peu extrême, finalement, même le microbiote, quelque part, c'est quelque chose qui va moduler la performance, mais qui est indépendant de ça, qui va pouvoir réguler finalement ces choses. Alors, le message à retenir, il est long, c'est que les événements climatiques extrêmes, ils vont arriver avec le réchauffement climatique, et ils vont être assez rares, mais pas tant que ça. Ils vont affecter l'élevage, mais également toute la chaîne de production, la filière. Il va falloir sélectionner pour des animaux adaptés. C'est possible, dans une certaine mesure, mais ça va dépendre de la diversité génétique dont on dispose. Les interactions J/I sont assez cruciales, mais compliquées à estimer, parce qu'il faut pouvoir phénotyper et calculer. La sélection doit se faire, si on fait de la sélection sur les caractères, ça revient à augmenter la robustesse, mais on doit aussi garder de la diversité pour faire ça, notamment au niveau des ressources génétiques. Et puis finalement, on a besoin de mieux caractériser les données disponibles, parce que tout ce qui va être caractérisation fonctionnelle va pouvoir nous apporter des réponses sur ces réponses à des variations très très vite des performances des animaux, notamment en termes de régulation de l'expression des gènes. Donc on a besoin de considérer la diversité génétique d'un point de vue fonctionnel et intégratif, ce qui fait que là, dans SAMS, on est bien placé, il y a des gens qui travaillent à toutes les échelles, et je pense que c'est en combinant ces approches-là qu'on comprendra un petit peu mieux comment mobiliser la diversité génétique pour répondre aux attentes de l'homme. Je vous remercie de votre attention.